Le véritable personnage du masque est un personnage absolument abominable. Mais le film se lance dans un concept jusqu'ici encore inédit et assez laborieux. Introduire du Looney Tunes dans un film. Même s'il est vrai que Jim Carrey venait de tourner un film qui était relativement connu, il avait été moyennement applaudi par la critique. Je m'excuse d'emblée pour tous les changements de lumière et les fonds sonores que vous verrez ou entendrez peut-être tout au long de cette vidéo. Les lois de l'enregistrement en toute sérénité n'étaient clairement pas avec moi ce jour-là. Vous vous souvenez probablement de ce masque-là. Un personnage captivant, loufoque, drôle, mais pas méchant pour un sou. Juste un mec un peu banal qui a besoin d'un petit booster de confiance en lui. Le personnage incarné par Jim Carrey est directement inspiré par le comics de l'époque du même nom, The Mask. Et si vous pensez que c'est le même, que nenni! Le véritable personnage du masque est un personnage absolument abominable, qui tue tous ses ennemis sur son passage sans le moindre cas de conscience. Ma voiture a été mal réparée? Et vas-y que je te massacre le mécano et que je te laisse là pendu dans son garage avec des outils plantés dans son crâne. Ah oui, on est loin, mais vraiment très loin du personnage certes excentrique, mais tout à fait drôle, incarné par Jim Carrey. Bon, ok, j'exagère peut-être un petit peu le truc, il s'agit pas d'un mec qui tue tout et tout le monde sur son passage par simple plaisir sadique, mais c'est un homme qui prend sa revanche sur la vie. Étant donné qu'il a été humilié tout au long de sa vie, il décide de faire une espèce de vendetta avec toutes les personnes qui l'ont justement humilié. Bah, on parle quand même d'un mec qui est capable d'égorger vif la boulangère parce qu'elle lui a vendu un croissant au lieu d'un pain au chocolat. L'un de ses créateurs, Doug Mahnke, explique que ce masque, c'est l'occasion pour cet homme de reprendre sa revanche sur la vie, de taper du poing sur la table et de montrer qui est le boss. Sur le principe, honnêtement, je sais pas vous, mais moi je suis pas contre. Mais on est un peu dans l'extrême quand même, non ? La société de production New Line Cinema s'intéresse fortement au projet et à l'idée de l'adapter au cinéma. Comme souvent, il faut faire bien attention à la façon d'adapter un livre au format cinéma. La première idée de scénario, c'était d'en faire un film d'horreur. La trame se déroule autour d'un fabricant de masques qui vend ses fameux masques à des adolescents qui, une fois qu'ils les portent, se transforment en zombies. Mais Richardson, qui est le fameux éditeur des comics, met directement son veto. Selon lui, ce scénario n'est pas du tout fidèle au personnage et au message qu'il véhicule. Ce qui n'est pas totalement faux. La question principale étant comment transformer une bande dessinée qui est gratuitement mesquine et violente en une histoire que les gens voudront venir voir au cinéma. Les ingrédients principaux de ce défi: retirer l'ultra-gore de cette histoire sans se perdre, trouver un réalisateur qui soit capable d'allier super-héros et comédie avec un parfait équilibre, et enfin trouver une star qui soit capable de donner vie à ce super-héros. Un défi relativement compliqué pour les années 90. Hormis Batman, à cette époque-là, il n'y a pas encore beaucoup de bandes dessinées qui sont adaptées au cinéma et qui surtout font un carton. Surtout avec le Hollywood de l'époque, qui n'est pas du tout le Hollywood de maintenant. À l'époque, les bandes dessinées avaient énormément de mal à se faire une place dans le showbiz. On partait du principe que c'était deux mondes qu'il ne fallait absolument pas mélanger. Les bandes dessinées font des bandes dessinées et le cinéma fait du cinéma. Basta! Après quelques réécritures du scénario, le film devient l'histoire que l'on connaît. Et le personnage du masque se transforme petit à petit en quelqu'un de drôle. Mais le film se lance dans un concept jusqu'ici encore inédit et assez laborieux. Introduire du Looney Tunes dans un film. Bien oui, parce qu'il faut réussir à mettre en vie ce personnage. Et que ce qui se dessine vachement bien sur le papier est nettement plus compliqué à mettre en vie en réalité. Un concept qui a été proposé par Chuck Russell, le réalisateur du film, qui partait du principe que c'était la meilleure des façons d'introduire de la bande dessinée dans un film. Et ça, c'est de nouveau un point qui a fait sensation à Hollywood. Car le monde du showbiz a vraiment du mal à croire qu'en incrustant des effets cartoon dans un film, ça va fonctionner. Et pourtant, à sa sortie, le film fait 352 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Un succès incroyable pour un film de ce genre. Et surtout le plus gros succès d'adaptation de bande dessinée au cinéma juste après Batman. Et surtout un succès qui fera exploser le salaire de Jim Carrey juste après le film. L'acteur est payé 450 000 dollars pour le film. Et 2 ans plus tard, son salaire atteindra 20 millions de dollars par film.
Même si quelques noms seront sélectionnés pour le rôle du masque, le choix se portera rapidement sur Jim Carrey. À l'époque, il commençait déjà à se faire connaître dans le monde du stand-up et venait tout juste de terminer un film qui aidera à construire sa notoriété, Ace Ventura. Le réalisateur admettra volontiers plus tard que le personnage du masque a été en partie écrit sur base de Jim Carrey et de son fameux visage caoutchouc, c'est-à-dire un visage capable de faire toutes les grimaces possibles et imaginables. Et juste pour le plaisir, je vous laisse profiter de son talent. Ooh, somebody stop me! Glenn Grant and Jackson. Mais lorsque Chuck Russell a proposé son idée à la production, ceci était un peu moins chaud que lui. Même s'il est vrai que Jim Carrey venait de tourner un film qui était relativement connu, il avait été moyennement applaudi par la critique. Mais Chuck Russell a décidé de se faire confiance et de suivre son instinct. Et honnêtement, qui de mieux que Jim Carrey pour interpréter le dingue? Le cas de Cameron Diaz est ce qu'on peut qualifier un cas de good luck, un cas de bonne chance pour les non-bilingues. Il faut savoir que Cameron Diaz n'avait que 19 ans à l'époque où elle a passé l'audition, et elle n'avait encore jamais joué de sa vie. Cameron Diaz était mannequin et avait décidé de transiter tout doucement vers le métier d'acteur. Et pour le film, figurez-vous qu'elle n'avait auditionné que pour un tout petit rôle de 2 phrases. Mais la production est intriguée par la jeune mannequin et décide de lui laisser sa chance. I feel very fortunate about this. Bon, elle passera quand même 12 auditions sur une période de 6 semaines afin d'être sûre et certaine qu'elle soit vraiment bonne pour le rôle. L'actrice était tellement sous pression qu'elle en a perdu et l'appétit et le sommeil. C'est finalement un mal pour un bien puisque c'est ce premier rôle au cinéma qui lancera la carrière de l'actrice. Le film avait un budget de 18 millions de dollars, dont une partie avait été conservée pour les effets spéciaux. Mais le visage caoutchouc de l'acteur était tellement capable de faire un tas de choses qu'il a réussi à faire épargner 1 million de dollars pour les effets spéciaux. Le fameux costume jaune du masque n'est pas du tout une idée de génie de l'équipe des costumes du film. Elle nous vient tout droit de la mère de Jim Carrey. À l'époque où Jim Carrey faisait du stand-up, sa mère lui avait offert un magnifique costume jaune en polyester afin qu'il se fasse remarquer. La prod a tellement aimé l'idée qu'ils ont décidé de le conserver pour le personnage. La pose du fameux masque sur le visage de Jim Carrey prenait 4 heures par jour. Et oui, il portait des fausses dents. D'ailleurs, en parlant de ces fausses dents, normalement il n'était pas censé les porter tout le temps. L'idée c'était qu'il les portait uniquement lors des scènes muettes, donc des scènes où son personnage ne parle pas. Mais Jim Carrey est un acteur impliqué et perfectionniste. Il a donc décidé d'apprendre à parler avec ses fameuses dents afin de pouvoir les porter tout au long du tournage. Le Coco Bongo Club existe vraiment. Et tenez-vous bien, il appartient à Jim Carrey lui-même. Ce n'est plus un secret que Jim Carrey a été en partie choisi pour le rôle grâce à ses talents et ses capacités à se tortiller dans tous les sens. Mais autre chose a fait pencher la balance en sa faveur, sa capacité à improviser en permanence. En effet, lorsque l'acteur a été engagé pour le rôle, on l'a vivement encouragé à improviser. Je vous quitte sur un tout petit échantillon de quelques-unes de ses improvisations dans le film. Now. Sorry, wrong pocket. Hey, no. No. Stop it. I'm coming! Okay, I'm coming. I'll be right there. Cigarette? No. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, que vous laissez des commentaires où vous montrez votre soutien, que vous laissez des likes sous les vidéos et ça c'est super cool. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Nous sommes rentrés dans le mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit Halloween, dit donc vidéo en conséquence. Je vous laisse donc avec le prochain duel, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez, coupez. Pour le prochain duel, vous avez le choix entre 2 films d'horreur un peu différents mais avec une ambiance tout à fait sympathique. N'oubliez pas de me mettre votre choix dans les commentaires, on se retrouve pour la prochaine.